Bonsoir, je pense qu'on va démarrer. Merci d'être venu pour cette 7e conférence du cycle Engagement écologique de l'architecture qui a été initiée l'année dernière avec des conférences très diverses, très différentes. Et aujourd'hui, donc, on a le plaisir d'accueillir Armelle Choplin et Dolores Bertret qui va modérer la conférence. Et je laisse tout de suite Dolores présenter Armelle et se présenter aussi. Merci Sabine. Bonsoir à toutes et à tous. Donc Dolores Bertret, je suis doctorante et assistante d'enseignement à l'Université de Genève. Et donc nous avons le plaisir ce soir d'accueillir Armelle Choplin, qui est donc urbaniste et géographe, professeur à l'Université de Genève et qui travaille notamment sur la production urbaine en Afrique de l'Ouest. Elle a travaillé de 2016 à 2018, donc pendant 3 ans, à l'université d'Abomey-Calavi, donc qui est une université située au Bénin, notamment dans la banlieue de Cotonou. Et c'est à ce moment, finalement, que Armelle décide de s'intéresser à un matériau, celui qui deviendra son objet d'étude, cette matière grise de l'urbain, comme elle l'appelle, le ciment. Depuis, quelques productions ont été créées, notamment plusieurs livres. Matière grise de l'urbain, qui est sorti en 2020, et l'an passé, Concrete City. Et je laisse maintenant la parole à Armelle. Donc voilà, une petite quarantaine de minutes sur... le béton. Ouais. Je prends ce micro-là, vous m'entendez ? C'est mieux l'autre ? Si tu t'appuies là. Ah oui, il faut que j'appuie, excusez-moi. Si j'appuie déjà, c'est mieux. Voilà. Alors, je vais mettre le PowerPoint. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je remercie Sabine, je remercie Thibaut pour l'accueil fantastique qui nous a été réservé depuis ce matin. Je remercie les étudiants d'être restés alors que vous avez fait une longue journée d'excursion entre le CHU, le nouveau, l'ancien, voilà, les exploitations maraîchères, les carrières à Saint-Colomban, d'être restés aussi tard. Et je remercie mes amis d'être venus, puisque voilà, je viens de Suisse, mais en fait, je suis née pas très loin, on va dire, enfin, disons à mon échelle, c'est-à-dire dans la Sarthe, et j'ai fait une partie de mes études à Nantes, donc je suis ravie de revenir ce soir dans cette ville qui me tient à cœur. Donc ce soir, je vais vous parler de ville, je vais vous parler de bâtiments, je vais vous parler d'architecture, je vais vous parler de ce qui se passe un petit peu en ce moment en Afrique. Alors pour commencer, je voulais commencer avec 2 images. La première, donc on est dans une école d'architecture, si je vous demande de me parler des villes en Afrique, peut-être que vous allez me parler de ça, et en tout cas de l'architecture en Afrique, c'est-à-dire de l'architecture en terre, et peut-être vous allez me mentionner l'Africain, un des Africains les plus connus actuellement, si on accepte les joueurs de foot, qui est Francis Kéré, qui a gagné le Grand Prix d'architecture, le prix Pritzker en 2022, qui est burkinabé et qui construit plutôt des bâtiments en terre, avec une ventilation naturelle. Donc c'est un petit peu, si vous m'aviez demandé d'amener un objet pour parler de l'architecture aujourd'hui en Afrique, j'aurais pu vous amener celui-ci, c'est-à-dire une brique en terre. Mais j'aurais pu aussi vous amener ça, un parpaing de béton, tel qu'on le trouve aujourd'hui partout en Afrique, et c'est de ça dont je vais vous parler ce soir. Et je ne vous aurais pas amené l'image de Francis Kéré, mais plutôt cette image-ci, l'image de l'homme le plus riche d'Afrique, Aliko Dangote, nigérian, qui a fait fortune en vendant du ciment, et qui continue à faire fortune, et qui est toujours en tête de classement tous les ans de l'homme le plus riche d'Afrique, figure maintenant internationale, c'est-à-dire que quand Macron veut amener des investisseurs à investir en France, évidemment, Aliko Dangote est toujours de la partie. Donc voilà, 2 images en fait de ce que on peut imaginer de l'architecture africaine, ou en tout cas quand on l'a réduit à une architecture africaine, c'est-à-dire l'image d'une maison en terre avec l'image du burkinabé architecte Francis Kéré, ou bien une image comme attendez, j'enlève ça, une image comme celle-ci, c'est-à-dire l'image de la maison sans fenêtre, sans aération. Il n'y a pas besoin, puisque de toute façon, on part du principe qu'elle est climée dès le premier jour. Donc, il n'y a pas besoin voilà, de faire des fenêtres qui ne servent à rien, si ce n'est à faire rentrer la chaleur. Et puis, avec l'image de Aliko Dangote.
Alors ce soir, je vais vous emmener faire un petit tour en Afrique de l'Ouest pour vous parler donc des 2 livres que j'ai écrits. Et puis j'ai deux exemplaires que je peux faire circuler dans l'Assemblée si vous voulez voir. En tout cas, le livre en français est en accès libre, donc vous pouvez le télécharger gratuitement sur Internet ou sur ma page web. Il y a un site il y a en tout cas un lien pour le télécharger. Et je vais vous emmener donc ici en Afrique de l'Ouest. Donc vous voyez, on est dans le golfe de Guinée. Il y a ce qu'on appelle un corridor urbain qui est en train de se construire, donc c'est-à-dire une grosse masse urbaine entre Abidjan en Côte d'Ivoire à Lagos jusqu'à Lagos au Nigeria. C'est à peu près 1000 km. Et là, je vous ai fait un zoom sur la partie qui va de Accra à Lagos. On a à peu près 500 km ici. Et on a parmi les villes les plus importantes d'Afrique, Accra, Lagos. Lagos, aujourd'hui, on dit que c'est 23 millions d'habitants. On parle aujourd'hui de 35 millions d'habitants qui habitent donc sur 500 km, le long d'une infime bande de terre, le long de la mer, ici dans une zone lagunaire. C'est comme si vous comptiez 35 millions d'habitants entre Paris et Lyon, à peu près le long de l'autoroute, vous voyez, de part et d'autre. Et on dit qu'il y aura 50 millions d'habitants d'ici 2050, c'est-à-dire demain. Et donc ici est en train de s'inventer, je ne sais pas si on dit la ville ou l'urbain de demain, en tout cas. On est donc dans cette zone, et vous voyez même le Guardian titré il y a un an et demi, voilà, la mégalopolis, comment l'Afrique de l'Ouest côtière est en train de former le siècle qui vient. Alors, pour comprendre en fait comment cette urbanisation elle prend forme dans cette partie de l'Afrique, moi je me suis décidée, en fait j'avais dans l'idée de suivre un petit peu le ciment et de regarder ce matériau qui permet de construire la ville. Parce qu'à un moment, si vous voulez, c'est tellement compliqué de comprendre qui fait la ville, comment et avec quoi, que je me suis dit je vais regarder en fait ce qui fait la principale matière, la matière grise, donc le ciment. Et alors rapidement, je me suis rendu compte que c'était assez extraordinaire la place qu'occupait ce matériau dans la vie des gens. D'abord, vous voyez, vous pouvez acheter des sacs de ciment à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Une envie pressante, il y a toujours une boutique ouverte qui va vous vendre un sac la nuit. Ensuite, le prix est changeant, c'est fluctuant. Et tous les jours, les gens écrivent le prix à la craie devant leur boutique. Vous voyez, un peu comme si c'était un peu le stock exchange local, le Dow Jones, vous voyez, comme nous on regardait, enfin certains en tout cas, pas moi, mais certains regardent les cours des mondiaux, vous voyez, ben là on regarde le prix du ciment pour vous dire si c'est un bon niveau économique de votre pays ou pas, une bonne santé, et puis ça varie, voilà, en fonction des pays, en fonction de diverses choses, et tout le monde connaît le prix d'un sac de ciment comme on connaît le prix d'une baguette de pain chez nous. Bon, si je fais un petit test là, qui connaît le prix d'un sac de ciment ? Voilà, donc en Afrique, tout le monde connaît le prix d'un sac de ciment, à peu près autour de 4-5 euros suivant les pays. Et puis, c'est aussi un symbole de succès, de richesse, de réussite. Ça, c'est un jeu concours où, en fait, vous pouvez gagner 12 parcelles et 150 tonnes de ciment. Donc, vous avez des tombolas, des jeux où vous faites des tirages au sort avec la capsule de la bière, vous retournez et vous dites « Ah, super, j'ai gagné 10 tonnes de ciment ». Et c'est quelque chose qu'on va s'offrir. Okay, quand je suis arrivée à l'université d'Abomey-Calavi, donc au Bénin, mes collègues m'ont demandé de cotiser pour le départ à la retraite d'un collègue, un éminent professeur, et je lui ai dit, vous lui offrez quoi? Donc je me disais, bon, en France, en Suisse, on offrirait un vélo, peut-être un vélo électrique, un week-end spa, je ne sais pas. Et ben là, on lui offrait 2 tonnes de ciment. J'étais un peu surprise, elle m'a dit, bah oui, c'est quelqu'un de respectueux, respectable, il faut qu'il construise maintenant, il est temps qu'il construise. Donc vous voyez, j'ai essayé de comprendre un petit peu tout ce qu'il y avait derrière ça. Alors, je ne vais pas détailler, et c'est peut-être pas le lieu ce soir, mais en gros, j'ai essayé d'utiliser le ciment, le sac de ciment, comme un liant aussi théorique. Regardez ce que ça nous disait du capitalisme qui se diffusait à l'échelle de la planète, ce que ça nous disait de la politique, donc des infrastructures, du développement, des élites locales qui dirigent, de la matérialité, donc ce qu'on appelle les liens entre sciences, techniques et société. Donc du fait qu'on est dans un tournant matériel et que c'est de plus en plus important. Et puis évidemment les questions environnementales, qu'est-ce que ça nous dit de l'extractivisme en Afrique et même ailleurs, qu'est-ce que ça nous dit des métabolismes urbains, des questions de durabilité, et puis les pratiques sociales. Pourquoi on offre au départ à la retraite des tonnes de ciment? Pourquoi quand on s'aime, on offre à son amoureux ou à son amoureuse des sacs de ciment pour montrer qu'on s'engage ensemble dans la vie? Donc j'ai essayé de voir un petit peu tout ce qu'il y avait derrière. Donc ce n'est pas exactement un manifeste anti-béton, mais d'essayer de voir toutes les facettes qu'il peut y avoir derrière un même sac
derrière cette même poudre grise. Et alors comment j'ai fait? J'ai suivi des sacs de ciment, c'est-à-dire que le matin, je devais aller à l'université, puis parfois je suivais 30 camions avec marqué Dangote dessus et qui prenaient une route pour aller au Togo. Je disais, bon, je ne vais pas aller à l'université, je vais suivre les camions. À défaut de pouvoir monter dedans. Et j'ai commencé comme ça à suivre le ciment depuis les lieux d'extraction jusqu'au lieu où les gens le consomment, c'est-à-dire où on éventre les sacs, les sites et les chantiers de construction. Et j'ai essayé de voir tous les gens impliqués dans la chaîne. Alors, ce que ça m'a permis de mettre en avant, c'est que d'abord, il y a toute une gouvernance par le béton. Ce que je dis là, ce n'est pas lié à l'Afrique, on peut retrouver ça partout en Europe, en Occident. Mais ce qui est la différence quand même, c'est qu'il y a une nouvelle frontière du capitalisme et il y a une nouvelle frontière du ciment qui bouge de décennie en décennie. Il y a eu l'Europe, grand boom de la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Le ciment est l'objet qui permet de standardiser, de construire en masse des logements sociaux. Bon, vous avez déjà eu, j'imagine, des cours là-dessus. Et puis après, eh bien, ça va se développer. Il y a eu le boom de la Chine, des villes asiatiques, dont parlera juste après moi Dolores, Dubaï, etc. Et puis, plus récemment, les villes africaines qui deviennent la nouvelle frontière. C'est là, en gros, où on construit des logements, des besoins, des infrastructures. C'est là, en gros, où les cimentiers ont bien compris qu'ils allaient pouvoir se faire beaucoup d'argent. Et en fait, jusqu'à récemment, il y avait un consensus autour du ciment. On va en reparler tout à l'heure, on est dans la fin du consensus maintenant, mais un consensus politique et économique qui disait, en fait, c'est le matériau des pauvres, donc il faut booster la production de ciment en Afrique, faire baisser les prix. Vous voyez, il y a même la Banque mondiale qui a publié en 2016, donc c'est récent, un rapport qui dit il faut encourager. Vous voyez, la production de ciment, c'est un outil vraiment efficace pour booster la productivité, l'économie. Donc, on ouvre des cimenteries, on va même aider à l'ouverture de cimenteries. L'Agence française de développement va financer en partie certaines cimenteries. Donc, c'est vraiment un secteur clé, comme les engrais, comme aussi d'autres secteurs ou les télécoms dont on parle souvent en Afrique. Et puis, donc, c'est vu comme un produit de base. Donc, même les cimentiers disent, écoutez, on sert les pauvres. Donc, il faut nous remercier. Dangote est considéré comme un philanthrope. Les gens disent, moi, je veux être... Vous voyez, plus tard, les enfants, une fois, un enfant m'a dit au Nigeria, moi, je veux être ou Samuel Eto'o ou Aliko Dangote. Parce que, vous voyez, j'ai l'impression de servir mon pays dans les deux cas. Et c'est devenu même une preuve de l'émergence. Souvent, on compare les pays, leur niveau de développement avec le PIB. Eh bien, on peut aussi le comparer en fonction des tonnes de ciment, enfin des kilos de ciment consommés par an par habitant. Vous voyez, la moyenne mondiale, c'est à peu près 500 kilos par an par habitant. Dans les pays émergents, on est au-dessus, on est à 700, 800 parce qu'on construit beaucoup. Et vous voyez qu'en Afrique de l'Ouest, on a une moyenne autour de 100 kilos. Donc c'est bien qu'il y a une marge de progression énorme. Et évidemment, les cimentiers, ça, l'ont bien compris. Vous voyez, ça, c'est une photo de McKinsey, donc le bureau d'investissement. Et évidemment, qui dit, il n'y a pas de point d'interrogation, c'est « How to win in Africa », comment on va gagner en Afrique. Donc les choses sont dites et c'est dit avec des grues et des buildings, des tours. Alors la grande nouveauté, et pourquoi ça a changé depuis 20 ans en Afrique, c'est qu'avant, on importait le ciment. Le ciment, c'était le matériau des colons. C'est eux qui sont venus dans leur bateau avec de l'alcool, mais aussi du ciment. Donc certainement que du temps de la colonisation, etc., il devait y avoir des bateaux qui devaient partir d'ici chargés de ciment. On partait avec du ciment et pour construire évidemment les quartiers des colons. La grande différence, c'est que depuis, et donc on mettait en fait des silos pour stocker le ciment, soit en vrac, pour après on l'ensachait, mais en gros les cimenteries à ce moment-là sont le long des ports. Et puis depuis les années 2000, il y a la nouveauté qui est qu'on va commencer à exploiter les sillons calcaires locaux. Alors certains sont exploités depuis plus longtemps, mais là c'est là où on commence à avoir une ouverture un peu plus importante de cimenterie, une dizaine à peu près pour exploiter des sillons locaux. Ça veut dire que le ciment qui était le produit des colons blancs, des Européens, devient un produit made in Africa, produit localement. Et notamment par ce monsieur Dangote qui, grâce au pétrole nigérian, a réussi à ouvrir des cimenteries parce que vous savez que ça consomme beaucoup d'énergie puisqu'on doit porté à 1500 degrés, sur ce très beau schéma qu'a fait Dolores, qu'a dessiné Dolores. Il faut ici porter le calcaire en fait, à 1500 degrés pour pouvoir le broyer. Et donc, c'est le fait de porter à 1500 degrés qui fait que c'est très consommateur d'énergie et très émetteur de gaz à effet de serre. On en reparlera tout à l'heure. Donc,
on produit localement le ciment et voilà, on se retrouve à avoir des cimenteries made in Africa. Et d'un seul coup, ça devient un produit local dont on est fier et qu'on est fier de consommer. Vous voyez, bâtissons la cité avec le ciment du pays. On utilise ici au Togo. Où cette dame, elle a un pagne, donc le tissu local africain, vous voyez, qui s'appelle VIP Dangote. Donc on reprend même l'image de Dangote comme figure de la réussite. Et puis, vous voyez, ou même là pour la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, les compagnies de ciment vont soutenir en fait les équipes nationales. Donc il y a une africanisation de ce produit et on est fier de consommer local. Ça fait partie des rares industries qu'il y a localement et qui permettent voilà, de produire du bénéfice aussi sur place. Alors, ce qui m'a intéressé, c'est que ce ciment, vous avez un sac de ciment, et en fait, c'est le même sac qui va servir à construire des quartiers totalement différents de villes. Et donc, j'ai essayé de voir un petit peu les flux financiers et qu'est-ce que ce ciment produisait. Qu'est-ce que ce béton, ce ciment, une fois qu'on le mélange à du sable, à du gravier et à de l'eau, pouvait produire comme type de ville. Alors, ça produit des villes comme celle-ci. Donc, ce que j'ai appelé la ville premium. Donc, c'est une ville, en gros, pour les élites, où souvent, ce sont des quartiers fermés. Il faut avoir un accès. Donc, c'est pour ça que je l'ai appelé premium. C'est comme sur Spotify. Vous voyez, il faut avoir le code pour rentrer. Il faut payer le package unlimited. Et bien, ces quartiers de ville sont réservés à une certaine élite, avec des investisseurs privés, de l'argent qui vient de l'extérieur, des bureaux d'études internationaux, des modèles eux-mêmes qui circulent de ville en ville. Vous voyez ici, peut-être connaissez-vous Akon, ce fameux chanteur sénégalo-américain qui a décidé de créer sa ville au sud de Dakar, donc Akon City, avec sa propre bitcoin, hein, donc il y a la monnaie aussi qui va avec. Alors pour l'instant, ça reste des images, hein, mais avec cette idée que tout est possible grâce au béton. Deuxième type de ville qu'on voit, c'est la ville des logements sociaux. Alors pas forcément les logements sociaux pour les populations les plus démunies, comme on pourrait avoir cette image-là, mais plutôt une ville pour les élites, enfin les classes moyennes, on va dire, les fonctionnaires, par exemple. Très souvent, vous pouvez avoir un accès facilité à ce type de logement. Vous voyez que ça correspond quand même à des modèles très standards, donc des logements sociaux, mais voilà, couche supérieure, voire les familles dites de la diaspora, donc qui habitent à l'extérieur. Et vous voyez, avec ici maintenant des préfabriqués, donc des logements qui sortent de terre hyper vite, grâce à des préfabriqués. Alors ici, on a le bureau d'architecte qui est en train de le faire. Peut-être on pourra en reparler après. Très connu. Et pour une fois, ce n'est pas un bureau européen, mais ce sont des architectes africains, Kofi et Diabaté, certainement l'étoile montante de l'architecture africaine, ivoirien, et qui rafle à peu près tous les marchés en ce moment d'Afrique francophone. Donc si ça vous intéresse de voir ce qui se passe dans les cabinets d'architecture locaux, Kofi et Diabaté est certainement le plus important aujourd'hui. Et puis, ce qui est peut-être mieux connu, c'est cette ville low cost, comme je l'appelle, c'est cette autoconstruction dans les périphéries, les gens qui construisent eux-mêmes voilà, les briques de ciment. Pourquoi ? Parce que jusqu'à présent, c'est quand même donc évidemment très compliqué de fabriquer du ciment, mais par contre, faire du béton, c'est très facile. Il suffit que voilà, vous ayez de la main-d'œuvre, un peu de sable, si vous avez de l'argent, un peu de gravier, mais ça, ce n'est pas toujours le cas, un peu d'eau, et puis vous construisez vos briques le week-end et vous montez votre mur au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, les cimentiers, ils déposent en périphérie des villes des containers entiers de ciment. Donc vous ne savez plus si c'est la ville qui avance, enfin s'ils sont là parce que la ville était déjà là, ou si c'est eux qui produisent déjà la ville, ou l'urbain, on va dire, parce que ce n'est pas vraiment de la ville. Mais en tout cas, ils ont des cartes hyper bien à jour, peut-être les meilleures cartes que j'ai vues des villes et des extensions urbaines et de l'étalement urbain, c'était les cimentiers qui savent exactement où il y a des besoins pour construire, et ils déposent leurs containers, et vous pouvez venir acheter vos sacs voilà, à toute heure. Donc vous voyez qu'à travers le même sac de ciment, le même matériau, on va avoir des villes très différentes, avec aussi des clivages et des ségrégations très fortes. Et en tout cas, l'idée et aussi des flux financiers très différents, puisque là, c'est des gens qui, en fait, rentrent chez eux le soir avec un peu d'argent, et au lieu d'acheter, et au lieu d'aller mettre mon argent à la banque, en fait, je thésaurise, donc je vais transformer mon argent en matière grise, c'est-à-dire que je vais thésauriser en achetant des sacs de ciment. Et quand j'en ai assez, eh ben, je me mets à construire mon mur.
voyez, parce que les gens vous disent, si je rentre chez moi avec de l'argent, il y a quelqu'un qui va venir me demander pour un baptême, ils vont venir me demander pour payer l'école, la cantine, etc. Et puis finalement, j'aurai plus d'argent le soir. Donc les gens vont acheter des sacs de ciment en rentrant chez eux, de manière à investir sur le futur. Alors cette vie sociale du ciment, voilà peut-être ce qui m'a peut-être le plus passionné, c'était d'essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière ces parpaings de béton. En fait, il faut imaginer que les gens vivent dans des villes avec une grande insécurité. Donc il n'y a pas de sécurité sociale, il n'y a pas de retraite pour la plupart des gens. Ils vivent parfois avec des terrains dont ils ont des titres fonciers qu'ils ont achetés ou qu'ils ont hérités des grands-parents, mais qui ne sont pas reconnus par le cadastre officiel. Et donc, pour les gens les plus précaires, investir dans le béton, c'est un peu investir dans une manière pour essayer de légitimer sa présence. Vous voyez, quand on construit ici, ça veut dire quoi construire ici? Le monsieur, il sait très bien que c'est une zone inondable et qu'il est en milieu de la lagune, il ne l'a pas découvert comme ça, mais il se dit, si un jour on vient casser ma maison, le fait que je l'ai construite en béton, ou si on vient me dégager et me dire que je n'ai pas le bon titre foncier, le fait de l'avoir construite en béton veut dire que moi, je considère que je suis légitime, parce que j'ai investi beaucoup d'argent pour la construire en béton, et donc je vais essayer de négocier avec l'État, avec les représentants des administrations, pour qu'on me dédommage. Vous voyez, et c'est pareil ici, certainement que ce monsieur ou cette dame, s'ils construisent avec le parpaing derrière, c'est aussi pour sortir de l'image de la précarité qui est associée aux matériaux locaux. Alors, on va pouvoir en reparler parce que, vous voyez, l'idée de sortir du béton, c'est compliqué quand, pour la plupart des gens, construire en bois, en paille, en terre, en bambou, c'est considéré comme un truc de broussard, de pauvre. Donc évidemment, c'est le béton qui renvoie cette image de la réussite, de la modernité, et certainement pas des matériaux locaux, et ce, même si Kéré est passé derrière avec son prix Pritzker. Donc vous voyez, c'est un peu une manière aussi de clamer un espèce de droit à la ville, de dire je peux rester là parce que je construis en béton. Et je vous disais tout à l'heure, donc tout le monde connaît le prix d'un sac, hommes, femmes, vieux, enfants, jeunes. Tout le monde sait aussi faire du béton, c'est-à-dire monter un mur. Pour la simple et bonne raison que, vous voyez, vous avez les pictogrammes sur les sacs, donc même des personnes analphabètes peuvent construire, et donc ça fait vraiment partie de la culture, les femmes savent construire. Donc je me suis d'ailleurs beaucoup intéressée à la question de genre sur les chantiers, au fait qu'il y ait des femmes qui construisent, c'est une manière de s'émanciper de la famille, du mari, de la belle famille, des aînés, des grands frères, etc., même si on reste dans un monde quand même très masculin, comme ici évidemment. Vous voyez d'ailleurs les images associées au sac sont toujours des images d'animaux très forts, robustes, évidemment. Vous voyez où ici le taureau qui symbolise la durée aussi dans le temps. Mais c'est vrai que ces femmes, à ma grande surprise, savent beaucoup plus de choses que, par exemple, la plupart des femmes ici dans le monde de la construction, enfin dire l'individu lambda, donc des femmes qui savent construire. Et puis, il y a tout cet imaginaire, donc cette histoire de désir qu'il y a derrière le béton. Donc, comme nous qui sommes, on va dire, on a grandi en tout cas pour certains, avec l'image des trois petits cochons, que si vous ne construisez pas votre maison en briques et en ciment, elle ne va pas tenir debout. En Suisse, quand je suis arrivée en Suisse, mes enfants ils disaient, mais ils ont des chalets en bois, mais ça va brûler, vous voyez, ça ne sert à rien de construire des chalets en bois. Donc, vous voyez, on a l'idée quand même que seul ce matériau résiste. En Afrique francophone, en tout cas, les gens apprennent sur un abécédaire qui s'appelle... l'abécédaire qui s'appelle de Mamadou et Binta, et puis il y a une leçon où il y a marqué les belles maisons en béton, et puis ils disent voilà, il faut construire des belles maisons en béton, et puis dans les mots à apprendre il y a tôle ondulée, fer à béton, béton armé, vous voyez tous les termes en fait importants pour la construction. Donc on est aussi dans un monde où on apprend aux gens que de toute façon c'est le seul moyen, c'est la seule issue possible. Je vous encourage à regarder ce film, si vous ne le connaissez pas encore, de Sami Baloji et Philippe Debouc, qui s'appelle The Concrete Tower, donc la tour en béton. Ils suivent en fait un docteur congolais à Kinshasa qui a fait construire cette tour
Donc, sans architecte, hein. Il vous dit dès le début, il dit, bon, bah, moi, j'avais l'idée de construire en béton. Et donc, c'est un film où, en fait, il montre tous les étages, comment il a construit ça petit à petit, et il explique qu'en fait, c'est sa seule manière, enfin, c'est pour lui la manière de montrer sa réussite à tout le monde, donc de construire en béton. Alors, construire en béton, ça pose des questions, puisqu'on arrive à construire, en fait, des villes qui sont, on va dire, inhabitables, hein. On le sait, la question du béton est maintenant au cœur de discussions très importantes. L'industrie du ciment, 8% des émissions de gaz à effet de serre selon le dernier rapport du GIEC. Évidemment, donc, la prise de conscience aussi de la non-durabilité, enfin, du problème environnemental que pose l'industrie de la construction. Le béton est un matériau obsolescent, donc il a une vie, il a une mort. On nous a vendu un matériau qui allait résister des décennies et des décennies, mais en fait, on sait que si on ne l'entretient pas, en fait, le béton s'écroule. Il y a des effondrements en Europe, hein, on l'a vu récemment. On évacue des immeubles de temps à autre, de peur que ça s'effondre. Des rapports qui montrent qu'il y a, je ne sais plus combien de ponts en France qui menacent de s'effondrer, des bâtiments qui ont eu des infiltrations d'eau, etc. Donc ça pose quand même des vraies questions. La question aussi les effondrements sont à peu près quotidiens en Afrique, sachant que les bâtiments sont récents. On dit à peu près que le béton a une vie de 50 à 70 ans. Donc avec cette idée qu'il va falloir le réparer à un certain moment. Des collègues en fait travaillent sur des patchs à béton, là au Tessin notamment, parce qu'en Suisse, on est au pays de Le Corbusier, on est au pays des temples, hein, qui sont construits en béton, des églises en béton, etc. Et là, ils sont en train d'essayer de réparer certaines églises classées de l'époque brutaliste. Et en fait, c'est plus compliqué que ça ne s'avère. C'est pas juste qu'on remet une couche. Voilà, il y a tout un art aussi à apprendre. Et certains collègues disaient que c'est plus facile de restaurer certains bâtiments baroques italiens que certaines églises brutalistes, parce qu'ils n'ont pas encore compris comment on pouvait justement faire ces patchs à béton. Donc des effondrements quotidiens qui sont liés au mauvais entretien, mais aussi à la mauvaise qualité des fers à béton. Alors pas seulement parce qu'ils viennent de Chine, hein, certains, parce qu'il y a des fers à béton qui viennent de Chine qui sont d'excellente qualité, mais évidemment les gens ont tendance à acheter ceux de faible qualité, et donc les effondrements sont récurrents. Et puis évidemment parce que vous avez vu, tout à l'heure je vous ai montré le sac avec les dosages, mais bon c'est approximatif. Vous avez des maçons qui vous disent qu'avec un sac de ciment ils font 30 briques, d'autres en font 40. Donc vous imaginez bien que celui qui en fait 40 et qui utilise des mauvais fers à béton, c'est sûr qu'au bout d'un moment, il y a beaucoup plus de risques d'effondrement, sans normes, sans évidemment possibilité de contrôler. Et puis, la question de... Vous voyez, normalement, autour des centrales, des usines, des cimenteries, hein, il y a vous avez des filtres qui, normalement, captent les particules, etc. Ça, c'est surtout vrai en Europe, on va dire, parce qu'effectivement, les normes d'installation des cimenteries ne sont pas exactement les mêmes autour d'une cimenterie qu'on va implanter en Afrique. Donc, c'est pour ça que quand on dit on va essayer de capter du béton pour sortir du tout béton, oui, alors ça, on va le faire ici, mais en fait, il y a peu de chances qu'on le fasse autour des cimenteries en Afrique de l'Ouest. Vous voyez, la priorité, ça va être les cimenteries en France, en Suisse, etc. Et puis, la question du sable, mais Dolores en reparlera tout à l'heure, hein, le sable est un matériau beaucoup plus rare qu'on ne le dit, comme dit notre collègue Pascal Peduzzi aux Nations Unies pour l'environnement, qui a ouvert le Global Sand Observatory à Genève, et qui est vraiment aussi un autre problème de ces régions. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai essayé de voir un petit peu les alternatives qui existaient dans la région. Donc, c'était même avant que Kéré ait le Pritzker, essayer de voir un petit peu qui construisait. Alors, vous avez des réseaux, hein, il y a Fact Sahel Plus qui met en lien en fait, des étudiants d'architecture, des artisans, des gens du monde académique, et qui essayent de faire... donc, les gens s'envoient leurs photos de leur chantier en disant « Regardez ce que j'ai construit ». La voûte nubienne aussi, qui est un autre grand réseau, hein, de construction en terre au Sahel. Et donc, vous avez pas mal d'expériences qui sont menées, vous voyez, élémentaires, etc., avec la possibilité et l'idée de pouvoir développer des architectures alternatives. Et il y a d'ailleurs beaucoup, et c'est ce que j'essaye de faire en tout cas, c'est de mettre en lien ces gens en Afrique de l'Ouest, ces architectes, ces urbanistes, ces artisans qui essayent de construire autrement, avec ceux qui essayent de faire la même chose en Europe. Et il y a en ce moment des échanges tout à fait intéressants. Il y a ce livre qui est sorti, La construire en terre au Sahel aujourd'hui. Et puis, vous voyez, il y a le premier guide. Donc ça, c'est cette collection, je ne sais pas si vous la connaissez.
vous regarderez si elle est, je vais aller voir demain matin si elle est là, c'est le guide de l'architecture, hein, vous avez toutes les parties du monde qui existent, et celle sur l'Afrique, donc le guide en 7 volumes de l'Afrique est sorti en 2021. C'est-à-dire qu'avant, il n'y avait pas de guide de l'architecture en Afrique. On considérait, en fait, c'est ce que dit Kéré, et c'est pour ça que Kéré est un symbole fort, c'est que pendant très longtemps, on a considéré que l'architecture en Afrique, ce n'était pas de l'architecture. Les gens construisaient en cases. Et ça ne peut pas être de l'architecture. Vous voyez, une collègue architecte nigériane m'avait dit qu'elle avait étudié au Canada et qu'elle avait essayé de faire un mémoire sur voilà, les maisons Yoruba, etc. Et sa prof lui avait dit non mais ça, c'est des cases en terre, ça ne va pas mettre ça en architecture. Enfin, vous voyez. Et donc là, on est en train de repenser, de reconnaître, de connaître et reconnaître. Et donc c'est la fin du dénigrement, avec sans mauvais jeu de mots, de cette architecture africaine. Donc on est dans un tournant important, un moment crucial, la place du vivant. Hein, je vous ai mis quelques lectures. Achille Mbembe, ici, évidemment, grand penseur de tout ce qui peut se faire aussi en Afrique et au-delà, avec son précédent livre aussi qui s'appelle justement Brutalisme. L'idée de réparer, hein, voilà, l'idée des approches décoloniales de l'architecture, avec Malcolm Ferdinand par exemple. Donc là, il y a tout un discours hein, aujourd'hui pour dire, bon, bah, voilà, il faut repenser cette architecture africaine. Elle pourrait même inspirer, ces architectures africaines, ce serait plus juste, elle pourrait même inspirer en fait en Europe. Par exemple, moi, on m'appelle souvent pour me dire, bah, maintenant qu'il fait chaud, dites-nous comment ils construisent là-bas. Vous voyez, c'est intéressant. Donc, voilà. Alors, quand même, il y a un risque. Hein. Le risque, il est assez clair, c'est qu'aujourd'hui, il y a une lutte pour les ressources. Ça, c'est évident. Il y a une lutte aussi et beaucoup de tensions de la part notamment de jeunes Africains qui disent qu'ils n'ont pas à payer les trous dans la couche d'ozone faites par les Occidentaux, que ce n'est pas à eux de payer, puisqu'en plus c'est eux qui ont certainement les villes avec les plus basses empreintes carbone. Et donc aujourd'hui, le risque, hein, c'est qu'il y ait un discours qui récupère cette architecture vernaculaire, qui disent « Ah ben regardez, Francis Kéré, c'est magnifique ». Les gens, en fait, ils n'ont qu'à tous reconstruire en terre parce que ce sera parfait, ça va nous permettre de sauver le monde pendant que nous, on continue à polluer. Donc, vous voyez, donc, il faut faire attention aussi à ce discours du retour au vernaculaire, de ce que ça véhicule derrière, parfois des discours assez racistes hein, et néocoloniaux, que de penser qu'en fait, voilà, l'Afrique, ce grand continent, devrait et pourrait rester dans la terre. Et en parallèle, il y a tout ce mouvement, évidemment, sur le Stop Building Movement. Je vous renvoie aux travaux de Charlotte Malter-Barth, notre collègue de l'EPFL à Lausanne, et du mouvement non extractive avec Space Caviar, si ça vous intéresse. Je vais... Voilà, quelques remarques un peu pour finir et faire quelques parallèles avec la Suisse. Donc l'Afrique est quand même vue comme le laboratoire du futur. Peut-être certains sont allés à la Biennale d'architecture à Venise cet été, donc qui vient de s'écouler. Leslie Loko, architecte écossaise et ghanéenne, et donc était la commissaire, et donc a pensé hein, cette biennale comme une architecture décarbonée, décolonisée. Vous voyez, avec la mise en avant d'architectes et d'artistes africains tout à fait importants. Demas Nwoko, qui a reçu le Lion d'Or, hein, c'est donc un vieil architecte nigérian. Sami Baloji, qui maintenant est assez connu. Et puis Olalekan Jeyifus, qui est un afro-nigérian, américano-nigérian, afro-américain, qui en fait... pense la ville africaine comme la ville du futur. Donc là, il y a tout un mouvement afro-futuriste, qui est comme dans Black Panther, dans Wakanda, enfin la ville de Bernazana, la capitale du Wakanda, qui serait la ville du futur. Alors, je vais me permettre maintenant, dans les quelques minutes qui restent, là, 5 minutes, de faire un petit parallèle avec aujourd'hui. Donc, vous voyez, d'un côté, en Afrique, on est dans une espèce d'impasse parce qu'il faut construire, il y a des gens qui demandent, il y a une croissance démographique. Bon, on pourra en reparler. Donc, les cimentiers se présentent comme des sauveurs en disant « mais nous, en fait, on est là pour les gens ». Et puis, donc, une question environnementale qui n'est quand même pas celle que se posent tous les gens le matin en se levant. Hein. Ils se disent « moi, comment je vais faire bouillir la marmite ?» Ils ne pensent pas à comment on va réduire la couche d'ozone, enfin, comment on va réduire l'empreinte carbone qui concerne en particulier les gens du Nord, même si eux en subissent les effets. Hein. Là, au Bénin, d'où je vous parlais tout à l'heure, c'est moins 20 mètres par an hein, de retrait de trait de côte sur certaines zones. Donc les gens, ils le sentent bien, le changement climatique, ne vous inquiétez pas. Ils le voient en tout cas. Donc, en fait,
on a un décalage entre ici la prise de conscience contre le béton et le béton qui est toujours vu comme ce qui est le matériau des pauvres qui va pouvoir permettre de loger le plus grand nombre. Alors vous voyez, donc là évidemment en Europe, il y a eu ces journées d'action contre Lafarge et le monde du béton en décembre. Ici, c'est une image en Suisse qui dit non au bétonnage. On a eu la ZAD de la colline, donc la première ZAD de Suisse, il y a 3 ans, avec donc une ZAD contre l'extension de Holcim en Suisse. Il faut savoir que se battre contre Holcim en Suisse, c'est vraiment quelque chose de très compliqué parce que Holcim, c'est le pilier de l'économie. Ça fait vraiment partie des symboles. Vous voyez, en Suisse, on construit avec du béton tout le temps, partout. Vous voyez, pour faire un abri de vélo, voilà, on met des tonnes de béton. On ne se pose même pas la question. C'est encore plus qu'ici. Hein. Tu pourras me confirmer. Mais voilà, donc avec même un surdosage, parce que bon, il faut écouler. C'est quand même une des rares choses qui est produite en Suisse dans les montagnes. Donc voilà. Et nous, ce qu'on a essayé de faire avec ma collègue, c'était d'essayer de montrer, en fait, un peu comme ce que vous avez fait ce matin, hein, ce que vous faites cette semaine, c'est-à-dire essayer de suivre ces matériaux et ces flux. Donc on a eu un projet de recherche qui s'appelait Matterhorn et essayer de comprendre où sont les sites d'extraction, comment ça circule et comment on construit dans la vallée du Rhône. Faire un peu ce que vous faites, c'est-à-dire que, vous voyez, à Genève, ça c'est... Bon, alors on n'a pas 13 grues comme vous, on en a 7 en ce moment, derrière notre bâtiment et nos bureaux. Et puis, je ne sais pas si vous voyez, mais juste derrière, il y a une montagne là. Vous voyez, ça c'est le Salève. Le Salève, c'est la montagne de Genève. Quand vous regardez le Salève de loin, vous voyez, il y a des trous. Et en fait, nous, on a essayé de faire pareil, c'est-à-dire dire, s'il y a des trous là, enfin, s'il y a des tours ici qui sont en train d'être levées, c'est juste parce qu'il y a des trous à côté. Et essayer de mettre en lien les tours et les trous. On a fait un petit film, vous pourrez regarder sur notre page Matterhorn, un film de 5 minutes, qui essaye de montrer, en fait, voilà, comment ces trous dans la montagne font écho à ces trous dans la ville, donc les terres d'excavation. Je vous disais tout à l'heure qu'on rebouche ces trous faits pour sortir du granulat. On les rebouche avec la terre qui est extraite ici et voir un petit peu comment tout ce territoire fonctionne, avec les tensions que ça crée, parce que la montagne est en Suisse, même si c'est à 3 km à vol d'oiseau, la montagne est en France. Donc voilà, et puis on a essayé de faire une carte des points d'extraction, points de consommation, où il y a les tours à béton, voilà, où il y a les centrales à béton, puisque vous le savez, il faut 2 heures entre le moment où le camion part et le moment où on coule le béton, avec dans une ville engorgée comme celle de Genève, comment on gère tout ça, et puis le lac qui, comme vous, avec les îles de Nantes, voilà, ne facilite pas la circulation. Donc voilà un petit peu ce qu'on a fait en Suisse et l'idée un peu de comprendre voilà, toutes ces interactions et ces complémentarités entre ces différents territoires, entre les lieux d'extraction, les lieux de consommation, les lieux voilà, où on va reboucher, les lieux où on va faire couler les terrassiers, etc., etc. Donc je pourrais développer après si vous le voulez, mais peut-être je m'arrête là pour te laisser la parole, Dolores, et puis après on pourra toujours voilà, échanger et poser des questions faire des parallèles. Donc je te laisse te présenter toute seule. Tu veux que non, tu t'es déjà présentée. Donc voilà. Alors je enlève mon PowerPoint. Donc on va passer des trous dans la montagne aux trous qu'on ne voit pas, parce qu'il y a des trous qu'on ne voit pas, notamment ceux qui se passent en tout cas dans l'un des fleuves. Peut-être les plus grandes de ce monde, donc au Mékong. Donc là, on part en Asie, sans transition. Et donc, je vais vous parler de l'un de mes sujets de recherche dans le cadre de ma thèse. Donc, je m'excuse auprès des étudiants, ça va être un peu une redite pour ceux qui étaient là cet après-midi. Voilà, ok, super. Et donc, on vient de parler du ciment, et donc, pour faire le béton, le sable est un matériau indispensable. Donc, on le sait bien, c'est environ 50 milliards de granulats, donc de tonnes de granulats qui sont extraits chaque année dans le monde. Et en fait, le sable, c'est vraiment un matériau qui est omniprésent, mais qu'on ne voit pas forcément. Donc, il est présent sous différentes formes. Et moi, je me suis intéressée à ce matériau, particulièrement donc, au Cambodge. Donc, le Cambodge est un pays situé en Asie du Sud-Est.
Et j'ai voulu conter l'histoire du sable donc, de manière aussi vulgarisée que possible. Donc j'ai tenté de faire une ethnographie dessinée. Et en fait, pourquoi est-ce que je me suis intéressée au sable au Cambodge? C'est parce que finalement, en regardant la géologie, donc le sol, on comprend que le Cambodge, c'est un matériau qui est omniprésent finalement au niveau du Cambodge et aussi au niveau du delta, donc c'est-à-dire au niveau du Vietnam, du sud du Vietnam. Et au Cambodge, on retrouve 3 types de sable différents. Donc on a un premier type de sable, celui que moi j'ai suivi, qui répond notamment à une demande locale, qui est le sable de rivière. Donc on verra par la suite pourquoi est-ce qu'on utilise le sable notamment à Phnom Penh. Ensuite, on a le sable marin qui va notamment servir à la cité-État de Singapour pour continuer son expansion urbaine, on va dire. Donc c'est un sable qui est majoritairement exporté. Par exemple, voilà, Singapour a gagné 25% de son territoire en moins de 40 ans, donc c'est quand même assez énorme. Et il y a un troisième type de sable au Cambodge qui est le sable siliceux qui, lui, va servir notamment dans la fabrique de verre ou encore dans les composantes électroniques, et donc ce sable-là est aussi exporté. Et donc, moi, je me suis intéressée à la vie d'un grain de sable hors de l'eau. Donc, j'ai voulu, pareil, retracer un petit peu cette filière, mais celle du sable en l'occurrence. Et donc, je me suis questionnée, je me suis dit, mais finalement, pour la vie d'un grain de sable qu'on animerait, il y aurait 2 destinées possibles. Une première serait finalement que le sable resterait dans son lit, donc qui continuerait sa vie, et il y aurait l'autre alternative, cette bifurcation, qui serait finalement le sable sorti du lit et qui terminerait dans la production urbaine. Et c'est ça qui m'a intéressée et c'est ça que j'ai été suivre. Et donc pourquoi est-ce que j'ai été suivre ce matériau au Cambodge particulièrement? Donc au Cambodge, on est dans une plaine alluviale, donc c'est-à-dire que notamment il y a énormément, donc comme on l'a vu, de sédiments. Mais en plus de ça, on est dans un territoire où en fait l'altimétrie est très basse, c'est-à-dire qu'on est aussi entre 0 et 10 mètres d'altitude, et donc la ville de Phnom Penh, elle est parsemée de lacs urbains, où elle était parsemée de lacs urbains qu'on remblait en fait au fil des ans avec un matériau, le sable. Et petit à petit, en fait, on crée la production urbaine, les tours de condominium ou encore des projets urbains en périphérie, et grâce avec le sable finalement. Donc là, ce sont les différentes zones qui sont en cours de remblai à Phnom Penh actuellement, que vous pouvez voir en grisé ou marron. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que le sable, il est extrait gratuitement au départ. C'est-à-dire que voilà, il suffit d'avoir admettons, une barge qui va pouvoir aller draguer du sable dans le lit du Mékong. Donc évidemment, au départ, on va dire que l'investissement matériel, il est énorme, et donc c'est des groupes très particuliers qui vont pouvoir le faire. Mais en soi, une fois qu'on a finalement cette machinerie, le sable, on peut en extraire autant de quantité. Il n'y a pas de limitation. En tout cas, officiellement, il y en a, mais on se rend compte, plus on se rapproche du matériau, qu'il y en a très peu. Et donc, la manière dont on voyage le sable hors de l'eau, il le fait de 2 façons. Donc, la première, ça va être par un système en fait, de tuyaux qui vont être connectés les uns aux autres. Donc, on peut avoir un tuyau qui va directement être plongé dans le Mékong. Et avec un système de pompe, on envoie le sable avec l'eau, donc sous forme de boue quelque part, et on va réussir à remblayer en fait les lacs. Ou alors le sable peut aussi voyager à l'arrière d'un camion dans une benne, et on envoie le sable du dépôt au chantier à l'aide des camions. Donc moi aussi j'ai suivi le camion, c'est un bon indicateur pour savoir en fait où finit le sable, et le sable, quand il est utilisé pour le remblai, il finit souvent au bord d'un lac en fait. Donc avec mon collègue, on a été dans un rayon en fait de 20 km depuis Phnom Penh, et on a été visiter la plupart, ou en tout cas on a été identifier les dépôts de sable et aussi les sites d'extraction. Et
en fait, ce qui était intéressant, c'était déjà de voir qu'il y avait certains dépôts qui venaient pas forcément nous parler, mais ce qui a été assez révélateur, ça a été aussi celles et ceux qui ont accepté de nous parler et de nous parler surtout de quantité. Puisque là, on se rend compte en fait du phénomène d'extraction qui devient vraiment de l'extractivisme, puisqu'on passe vraiment dans une intensité en fait de l'extraction. Et typiquement, au Cambodge, les chiffres du ministère vont annoncer que par an, on va extraire entre 9 et 11 millions de mètres cubes. Et finalement, quand on va parler au dépôt et qu'on comprend combien de mètres cubes eux vont aller extraire et combien ils renvoient après sur les chantiers, on se rend compte que les chiffres sont un peu différents. Et il y a notamment un projet qui illustre de manière assez forte la façon en fait, dont on est en train de produire la ville actuellement à Phnom Penh, puisqu'on a remblayé finalement tous les lacs urbains. Eh bien, depuis, on va remblayer directement sur le Mékong. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une île artificielle qui a été créée directement sur le Mékong à l'aide du sable. Et c'est l'un des promoteurs les plus influents du Cambodge qui est en train de le faire. C'est aussi celui-ci qui est en train de réaliser l'aéroport international au sud de Phnom Penh. Et en fait, ça a permis aussi de voir toutes les connexions qu'il y avait entre finalement un État qui n'est pas défini de la même manière que l'État français pourrait l'être, et de voir les connexions avec les entreprises et différents hommes d'affaires. Et donc, tout ce sable, eh bien, ça a des conséquences évidemment environnementales, sauf qu'on ne les voit pas parce que finalement, quand on va inciser dans le Mékong, ben, c'est pas comme le salève, ça se voit pas à vue d'œil, tout ça. Et pourtant, il y a bien des non-humains qui périssent dans l'histoire, et il y a évidemment aussi des humains qui pâtissent en fait de toute cette production urbaine. Et donc, ça a été aussi d'aller à la rencontre de celles et ceux qui subissent tous ces inconvénients liés aux extractions de sable, et donc notamment les pêcheurs, mais aussi en fait les personnes qui étaient installées sur les berges du fleuve et qui voient au fil des ans les berges s'effondrer, et donc leur maison également. Et donc finalement, la grande question, pour terminer, pour clore cette brève présentation, c'était de se questionner, mais finalement, ce sable, à qui il profite à la fin, en sachant qu'aujourd'hui, le prix d'un mètre carré à Phnom Penh avoisine les $10 000 le mètre carré. Donc voilà, je vous remercie. Alors, je vais peut-être ouvrir quand même la discussion, donc peut-être poser une question à Armelle, et puis après on pourra ouvrir aux étudiants et puis aux autres personnes qui sont venues et qui ne sont pas forcément étudiantes mais qui ont des questions aussi. Donc Armelle, à un moment, tu as dit dans ta présentation que le béton, voilà, ça représentait 8% des émissions mondiales de CO2, donc selon le dernier rapport du GIEC. Et on entend maintenant parler du béton vert. Alors voilà, moi je me demandais, est-ce que c'était vraiment une alternative et pourquoi et comment? Oui, c'est vrai qu'on entend parler du béton vert, on dit que voilà, la solution, ça va être de décarboner le béton. On entend ce mot déjà décarboner un peu partout pour toutes les industries. Donc on a des collègues scientifiques qui mettent au point, en tout cas essayent de mettre au point des bétons verts. Je pense à l'équipe de Karen Scrivener à l'EPFL, donc à l'École Polytechnique de Lausanne. Sauf qu'en fait, voilà, en général, quand on dit ça, effectivement, si on arrive à mettre des bétons verts, déjà, c'est à petite échelle. En plus, on imagine bien qu'on va les mettre en place que dans que pour certains bâtiments, que la transition va être plus que longue. Si transition existe, dirait Jean-Baptiste Fresso, dont je vous recommande le dernier livre qui est tout à fait remarquable, qui s'appelle Sans transition. Et c'est vrai qu'il y a cette question, voilà, en fait, on nous vend une solution. D'ailleurs, c'est ce que Fresso explique très bien dans son livre. On vous dit, en fait, pour décarboner, c'est une transition vers quelque chose de nouveau. Mais en fait, on ne pense pas forcément à mettre moins de béton. Vous voyez, en fait, aujourd'hui, on a des dosages sur les chantiers, en particulier en Suisse, qui sont très, très hauts
pour diverses normes, etc., antisismiques, etc., on pourrait tout à fait en mettre moins déjà. Voilà. L'idée, c'est peut-être pas forcément non plus d'imaginer qu'on va tout construire sans béton, mais en tout cas, réduire déjà la part de ce matériau dans la construction globale. On pourrait imaginer faire les dalles en béton et puis construire après un peu plus en bois, un peu plus en paille, etc., ou en réemploi. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée, voilà, comme à chaque fois qu'on va sortir du problème avec ce béton vert, mais qui en fait pose quand même des questions pour produire, pour être mis en place à grande échelle. Et puis quand on discute avec les collègues de l'équipe de Scrivener, elle dit que voilà, si on veut mettre du bois, en fait, on va faire disparaître l'équivalent de je ne sais plus quel pays. Donc voilà, donc en fait, c'est aussi une manière une fin de non-recevoir, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dialogue possible parce que de toute façon, le béton vert va être la solution. Et donc c'est même pas la peine de réfléchir aux autres matériaux parce que de toute façon, ça ne sert à rien, ce n'est qu'accessoire pour pas mal de gens. Donc ce discours sur le béton vert cache en fait d'autres ça empêche en fait d'essayer de penser vraiment à d'autres manières de construire et aussi de changer le monde de la construction en tant que tel, qui n'a pas vraiment envie de changer. Même si en fait, voilà, en fait, quand vous discutez avec les cimentiers, ils savent déjà faire du béton vert, ils savent déjà produire avec moins enfin, en étant un peu plus vertueux. Mais si vous voulez, s'il n'y a pas les politiques qui les incite à faire ça, donc cette transition qui devient obligatoire. Et en fait, s'il n'y a pas la demande sociale en amont, si vous voulez, ils n'ont aucun intérêt à le faire. C'est pour ça que c'est important aussi les sciences sociales et la prise de conscience sociale, parce que c'est un peu comme pour la nourriture. Depuis qu'on se pose la question « qu'est-ce que je mange ?», vous voyez, ça a changé les filières aussi d'alimentation. Pas tout, hein, mais en tout cas, voilà. Et ben la question de dans quoi j'habite, vous voyez, de savoir en fait ce qu'il y a derrière votre mur, ce qu'il y a à l'intérieur, ce qu'il y a à l'extérieur, l'école, parce qu'on n'en parle jamais, mais bon, voilà, il y a aussi toute l'industrie chimique d'école qui font que le béton, une fois que vous l'avez, en fait, vous êtes juste obligé de le casser et vous ne pouvez pas vraiment le réutiliser. Ce n'est pas comme des pierres que vous pouvez réutiliser d'une maison à une autre. Le fait qu'il y ait ces cols, voilà, en fait, bloque toute la réutilisation. Par conséquent, si les gens commencent à se demander ça et qu'ils commencent à demander à ce qu'on rende des comptes, du coup, les politiques publiques doivent inciter, et c'est à ce moment-là qu'on pourra peut-être espérer avoir un changement de la part des grands groupes qui savent déjà et qui ont déjà investi beaucoup dans la recherche et développement. Donc, c'est pas qu'ils n'ont pas anticipé, c'est qu'ils attendent d'être contraints et forcés. Et donc, c'est pour ça que la demande sociale, c'est pour ça que l'importance dans les écoles d'architecture de penser qu'on peut construire avec, mais aussi avec un peu moins, est très importante. Et de mon point de vue, c'est un enjeu majeur. Ok, merci. Peut-être qu'on va vraiment ouvrir la discussion au public. Donc levez la main, je pense, si vous avez des questions. Justement, en dehors de la sensibilisation qu'on peut faire au niveau de l'école, est-ce que vous auriez d'autres idées pour justement initier cette volonté sociale ? Vous voulez dire de changer des choses ? Oui. Oui, alors, c'est facile à demander, mais... le rôle des écoles d'architecture, elle est très importante, hein, et pas que vous ici, c'est-à-dire aussi ailleurs dans le monde, parce que par exemple, il y a une grande école d'architecture, c'est ce qu'on appelle l'école panafricaine. Donc, si vous voulez être architecte et que vous naissez au Sénégal ou au Togo ou au Cameroun, il n'y a qu'une seule école d'architecture qui s'appelle l'EAMO, l'école africaine des métiers de l'architecture et de l'urbanisme. Et à l'EAMO, jusqu'à récemment, il n'y avait aucun cours sur l'architecture, on va dire, vernaculaire ou locale. On apprenait Norman Foster, enfin, vous voyez, comme on apprend dans une école d'architecture, quoi. Tous les Pritzker d'avant qui construisent en béton. Donc, en fait, déjà, ça, c'est important parce que ça veut dire que... Et c'est pour ça qu'un Pritzker attribué à Francis Kéré, c'est important parce que ça veut dire que, d'abord, on valorise une autre architecture. Et puis, peut-être que, vous voyez, par effet de mimétisme, en fait, il y a des élites maintenant qui vont vouloir avoir des bâtiments comme... un bâtiment ou une maison dessinée par le cabinet Kéré, etc. Et en fait, vous voyez, ou même Kéré là, est en train de dessiner l'Assemblée nationale au Bénin, le nouveau campus
voilà, non, c'est pas le nouveau campus, c'est un autre bâtiment. Bah, bon, bref. Voilà, il est en train de dessiner plusieurs bâtiments. Pardon, il est en train de dessiner l'Institut allemand à Dakar, l'Institut Goethe, qui sera inauguré prochainement. Donc le fait qu'il y ait des bâtiments comme ça, en fait, d'abord, ça montre que c'est possible. Ça peut aider en fait à changer les imaginaires, parce que je pense qu'il est là la question. De se dire, bah, en fait, peut-être que construire en terre, c'est pas un truc de broussard, c'est pas quelque chose de pauvre, mais en fait, c'est quelque chose qui devient quelque chose d'élitiste, parce que ça revient hyper cher de construire, par exemple, un toit en chaume, en paille, parce qu'il n'y a plus les filières, parce qu'elles ont été détruites, parce que construire avec une tôle ondulée, c'est beaucoup plus facile de mettre votre tôle plutôt que de réparer votre toit de chaume tous les ans après les pluies. Donc, mais ça veut dire que par effet de mimétisme, vous voyez, si les élites commencent à construire des maisons dans ce style-là, influencées par voilà, cet architecte, eh bien, ça peut avoir un effet de boule de neige, enfin en tout cas de les classes moyennes qui vont commencer aussi à vouloir construire autrement, parce que les photos que je vous ai montrées, la première, là, cette maison sans fenêtre, enfin, c'est juste, s'il n'y a pas la clim, vous ne pouvez pas vivre dedans. Donc moi, j'ai visité des maisons que les gens, je raconte dans mon livre qu'il y a une personne qui me dit « Viens voir ma maison », etc., qui est tout fière de me la montrer. Puis c'est en lointaine périphérie, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Donc on fait le tour de sa maison, qui est effectivement très bien, une petite maison, hein, voilà, je ne sais pas, peut-être 60, 70 mètres carrés au sol. Et puis il me dit, bah, le problème c'est que je ne dors pas dedans. Je dis, ah bon? Il me dit, bah oui, il fait trop chaud. Et puis comme il n'y a pas l'électricité, on n'a pas encore le groupe, et puis on n'a pas les panneaux solaires. Du coup, je mets mon lit dehors la nuit. Et puis il me dit, je me fais bouffer par les moustiques. Alors vous voyez, les gens, ils le savent, hein, que c'est pas agréable de dormir dans une maison en béton. Ils savent très bien que c'est mieux de dormir au village dans la maison en terre. Mais vous voyez, c'est tout un imaginaire à reconstruire, c'est-à-dire se dire que c'est possible de construire autrement. Et je pense qu'on n'est pas loin chez nous aussi, hein. On commence à se le dire quand même que l'été, c'est pas très sympa d'être dans un bâtiment en béton. Nous, on a notre bureau dans un bâtiment Minergie, c'est un label suisse. Soi-disant, où en fait la température est la même toute l'année. Oui, alors sauf que vous ne pouvez pas ouvrir les fenêtres. Donc déjà, le droit à respirer, hein, c'est ce qu'a écrit Achille Mbembe, puis récemment là, le petit livre de Marielle Massé qui s'appelle « Respirer ». Oui, avoir le droit de respirer de l'air de l'extérieur, voyez, et pas seulement un air filtré. Parce qu'il y a un été, quand il faisait très très chaud, là, le système a un peu, voilà, il faisait 55 dans nos bureaux. Donc vous voyez, donc voilà, on peut se dire, bah, peut-être qu'on peut repenser aussi de la ventilation naturelle. Vous voyez, avant même de penser qu'on va mettre la clim. Bon, c'est sûr, si on a des subventions pour mettre une pompe à chaleur et qu'en plus elle fait clim, bah pourquoi on s'en gênerait? Enfin, vous voyez, la France a presque les taux d'équipements en clim les plus élevés d'Europe. Donc, vous voyez, c'est un peu tout ça qu'on doit repenser. Les écoles d'archi, la prise de conscience. Je pense que le fait des diagnostics thermiques, là, des passoires, fait que les gens sont contraints en fait, de s'occuper du bâtiment, de faire des diagnostics. Donc ils commencent à se dire, ah oui, en fait, c'est pourri. Ah oui, là, il y a l'air qui passe. Enfin, vous voyez, il y a donc une prise de conscience. Et à mon avis, c'est à force de tout cela et de partage de savoir, d'expertise. Parce que c'est pareil que ce qu'on disait tout à l'heure pour vous. Là. Voilà, quand vous faites un diagnostic thermique, l'expert arrive. Bon, bah, vous comprenez rien de façon au dossier que vous devez remplir. Donc l'expert, il a dit ça. Bon, bah, vous dites OK. Et puis vous payez. Et puis voilà. Et puis vous êtes classé, je sais pas quoi, E ou G. Et puis vous pouvez plus louer votre appart ou même voilà. Donc, vous voyez, c'est tout ça en fait qui fait qu'à mon avis, on peut changer. Et puis c'est des exemples, tout simplement, de bâtiments publics qui montrent l'exemple aussi. Voilà, enfin, j'espère que vous en êtes convaincus, parce que c'est vous qui allez construire toutes ces prochaines années. Ou pas construire, d'ailleurs. Refuser de construire, comme certains. Il y a des questions. Bonjour, merci pour la présentation. C'était pour savoir quelles sont les alternatives au béton en Afrique. Je suppose que du coup la terre évidemment, je ne sais pas s'il y a du bambou, et est-ce que le bois c'est une alternative aussi, et s'il y en a d'autres. Voilà. Ouais. Oui, il y a des alternatives. D'abord, on est dans des pays, la plupart, il y a de l'argile, vous voyez, qui peut être utilisée voilà, facilement. Après, le problème, c'est qu'on a, si vous voulez, aujourd'hui, on a perdu le savoir-faire. C'est-à-dire qu'on est dans des bâtiments où, en fait, c'est tellement facile de construire en ciment. Vous
voyez, en utilisant, voilà, construire en terre demande en fait un certain savoir-faire. Vous ne pouvez pas être maçon comme ça parce qu'il faut que vous calculiez la terre, que vous fassiez des prélèvements pour savoir quel type de terre vous avez, etc. etc. Mais aujourd'hui, oui, on peut construire en terre. Après, il y a le problème de la terre et des fours quand on fait des briques cuites. Le long du Nil, on a un collègue là qui travaille, Corten Pérez, sur les briqueteries, c'est vrai que ça pollue aussi énormément. Donc, vous voyez, donc en fait, c'est le béton qui devient moins polluant que les briqueteries traditionnelles qu'on utilise le long du Nil qui sont des terres cuites. Donc, il y a des savoir-faire. Il y a les presses, par exemple, ce qu'on appelle les BTC. Voilà, ça, on utilise ça en Afrique de façon assez facile. D'ailleurs, avant de les utiliser chez nous, on les utilisait plutôt là-bas. Les filières, le problème de la filière bois, c'est que d'abord, il y a une grosse concurrence pour le bois. Le bois est aussi utilisé pour le bois de chauffage, pour le bois de cuisson. Donc, mais il faudrait en fait reconstruire des filières. Donc là, le problème, c'est comment reconstruire des filières, comment réintroduire des savoir-faire. Par exemple, au Bénin, au Togo, au Nigeria, vous avez ce qu'on appelle l'architecture afro-brésilienne. Donc, c'est l'architecture que les anciens esclaves libérés, en fait, qui étaient au Brésil, quand ils sont rentrés chez eux, parce qu'ils étaient partis de la côte, là, ils ont ramené avec eux. Mais en fait, aujourd'hui, vous avez des villes comme Porto Novo, vous avez les bâtiments qui tombent en ruine, et il n'y a plus personne qui sait réparer ces bâtiments voilà, d'architecture afro-brésilienne. Il faut venir des artisans du Brésil pour les réparer. Vous voyez, donc il y a tout ça qui a en fait à être repensé, à être réintroduit. Alors il y a des gens qui le font, mais c'est vrai qu'on a l'impression que c'est des niches et que en fait, voilà, c'est une goutte d'eau, mais à force d'infuser, peut-être que voilà. Et puis les pouvoirs publics en fait vont commencer aussi à enfin, comment dire. Aujourd'hui, on subventionne l'industrie du béton un peu partout, en particulier en Afrique. Donc, vous savez, quand il y a eu l'augmentation des prix des matériaux en Europe, qu'est-ce qui se passe? On sait très bien que si en fait, elle est exactement la même en Afrique, sauf que les gens augmentaient de quelques centaines de francs sur leur sac de ciment, c'est énorme. Et donc, dans la plupart des pays, le prix du ciment a été subventionné. Donc, on met des seuils, l'État subventionne, etc. Comme on va subventionner l'essence chez nous quand il y a des crises, vous voyez. Et par contre, pas les fers à béton. Donc là, le problème aujourd'hui, c'est acheter des fers à béton, c'est l'acier. L'acier, il y a une grosse partie qui arrivait en bobine d'Ukraine. Et là, on a des prix de chantier qui ont triplé, quadruplé ces dernières années en Afrique, même si le ciment est resté stable grâce à ces subventions étatiques. Donc voilà, après, donc on peut reconstruire, on peut refaire ces filières. Il y a des expériences qui sont menées, il y a même des hôtels de luxe maintenant qui sont construits en terre. Donc voilà, on peut construire en étage aussi, parce que c'est souvent ça qu'on dit, ah oui, mais on ne peut pas construire en étage, en terre. Si, on peut construire en étage. Alors peut-être pas des immeubles très hauts, mais c'est pas l'argument de il faut densifier les villes africaines, on ne peut pas construire en terre, ça tient que moyennement. Après, c'est aussi un entretien. La terre, voilà, quand il pleut dans certaines zones, il faut imaginer que quand vous devez réhabiliter votre maison après les pluies, très souvent c'est les femmes qui font ça. Et ben, les femmes, elles sont contentes d'avoir une maison en béton où elles ne doivent pas refaire le mur tous les mois de septembre et octobre tous les ans. Enfin, vous voyez, donc il y a aussi ça auquel il faut penser. En fait, c'est tout un écosystème très complexe pour changer le monde de la construction. Mais on peut imaginer quand même des alternatives. Oui. Bonsoir. Est-ce que nous ne sommes pas nous-mêmes un peu schizophrènes? J'entends par là que vous avez dit à juste titre de changer les imaginaires et quelques exemples manifestes comme le prix Pritzker pour Kéré. Mais que vaut l'aide des instituts français qui sont très développés en Afrique de l'Ouest et très présents, quasiment des centres névralgiques encore culturels de ces énormes métropoles? D'un côté, des instituts français, Kéré, et puis de l'autre, je me souviens d'un colloque de Lafarge il y a une dizaine d'années qui s'appelait « Construire pour tous, logement abordable pour tous à l'échelle de la terre entière ». Et donc, anciennement Lafarge, à l'époque encore, ça s'appelait ainsi, finançait aussi des opérations très fortes et eux-mêmes sont aidés. Le même État aide Lafarge dans sa politique et il aide les instituts français à faire des opérations pour changer les imaginaires. Et le problème, c'est que les sous qui sont donnés à Lafarge sont beaucoup plus importants que les sous qui sont donnés aux instituts français. Ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, et vous venez de le mettre en relief, le béton, c'est associé à la seule dimension de la modernité qui a séduit, c'est-à-dire le confort. Et même si c'est faux,
qu'importe. Mais la modernisation, ça a plu à tout le monde, c'est-à-dire le confort. La modernité, ça a plu à pas grand monde autour de la Terre. L'austérité, peu d'ornements, des grandes baies vitrées, ça a plu surtout aux riches. Les pauvres, ils n'aiment pas forcément l'austérité. Mais en revanche, le confort, ça a beaucoup plu. Comment dissocier, et vous venez de le mettre en relief par quelques exemples, l'idée de confort de celle associée au béton. Et ça ne va pas être facile. Hein. Et puis d'autre côté, des pays occidentaux qui aident pour 10 € les instituts français et 100 € Lafarge et les multinationales dans leur politique. C'est pas simple. Enfin, ouais, alors la schizophrénie, elle va même encore plus loin parce que Kerry, il a gagné le prix Lafarge, le prix Holcim il y a quelques années, hein, de la construction durable. Ils ont tous gagné des prix. Enfin, quand vous regardez, donc c'est tous les 2 ans, hein, il y a la grande réunion de Holcim. Ben moi, il m'avait invité, mais bon, j'ai refusé parce qu'après, on est un peu contraint dans sa parole. Mais il paye bien en plus, hein, donc. Voilà, oui, bah, c'est toute l'ambiguïté. Holcim paye, par exemple, en Suisse, on a la chaire de construction durable à l'ETHZ, donc c'est l'école polytechnique de Zurich, et parmi le classement de Shanghai, parmi les 5 meilleures ou 10 meilleures universités au monde, bon, bah, y a la chaire de construction durable qui est financée par Holcim. Je veux dire, tout est comme ça. Nous, à l'Université de Genève, les fonds, une des grosses fondations pour obtenir de l'argent, c'est la fondation Schmid-Heiny. Alors, c'est un nom qui vous dit peut-être pas grand-chose, mais en fait, c'est le fondateur d'Holcim, et dont le fils est le fondateur d'Eternit, ceux qui ont fait des tôles amiantées jusqu'à très récemment, parce qu'en fait, alors que c'était interdit en Europe, ils ont continué à les commercialiser en Afrique du Sud. Enfin, vous voyez, on est dans des... Enfin voilà, donc ça, c'est sûr que plus on le sait, mieux c'est. Et je pense que c'est important de le savoir. Après, les collègues de l'ETHZ, de la chaire de construction durable, ils disent, nous, ils nous donnent tous les moyens qu'on veut pour mettre en place des alternatives et d'autres bétons. Il y en a, ils ont fait des bétons à base de terre, etc., quasiment décarbonés. Donc, ils disent on l'utilise cet argent, mais c'est vrai que c'est une vraie schizophrénie. C'est vrai que la France va financer tel et tel building en terre, et puis à côté de ça, on va construire, mais comme à Paris, hein, ils vont financer je ne sais pas quelle maison du réemploi, et puis on est à fond dans le Grand Paris où il n'y a que des tours. Enfin, c'est vrai que c'est difficile, je trouve, vous avez raison de pointer ça, de s'y retrouver. Donc, et puis la question, comment ? Voilà, et en plus, vous avez raison. Donc, vous regardez les pages de Dangote, les pages de Holcim, ils se présentent comme des philanthropes. Ils viennent aider les pauvres à se mettre un toit sur la tête. Et les gens, en fait, les remercient. C'est-à-dire qu'on a parlé tout à l'heure, toute la journée, là, de comment Lafarge et... c'était quoi, à Heidelberg, les Allemands, là, GSM, distribuent donnent des subventions à la mairie pour pouvoir faciliter des choses, etc. Bon, en Afrique, c'est pareil. Hein. Holcim, ils offrent des écoles. Enfin, ils offrent les murs, quoi. Vous arrivez là, à côté de la grande cimenterie, au milieu de nulle part, dans la Pampa, au Bénin. Bon, vous avez une école flambant neuve, payée par Lafarge. Donc là, c'est Lafarge. Enfin, voilà, donc c'est exactement c'est ce qu'ils appellent les trucs socio-économiques, là, les RSE. Voilà, donc ça, c'est clair que ça fait partie de ça. Donc oui, c'est très difficile, en fait. C'est pour ça qu'il faut lutter contre eux, mais en même temps aussi être avec eux. Enfin, pas être, voir aussi ce que eux, les contraindre en fait à faire des choses, parce que sinon ils ont toujours des longueurs d'avance en fait sur nous. C'est ça offrir le meilleur prix de la construction durable à Francis Kéré il y a 15 ans, c'est ce qui a permis de le faire connaître, vous voyez. Donc c'est voilà. Et puis sur la question du confort, alors ça c'est une grosse question, parce que là aujourd'hui, si vous dites, en gros aujourd'hui il y a deux mondes. Hein. Il y a le monde des gens qui peuvent se permettre d'aller en costume au travail, donc on la clim de chez eux à leur bureau, et puis il y a le monde des gens qui suent. Hein. C'est comme ça. Enfin, je pense que c'est pareil en Asie. Voilà, le monde il se résume en deux groupes, ceux qui suent et ceux qui ont la clim. Et il est hors de question aujourd'hui pour la majorité des Africains qui viennent d'accéder à la clim de dire en fait je vais pas dormir avec la clim la nuit. Vous voyez, et ça va être quelque chose de très... C'est pour ça que ça va être des luttes, je pense, nord-sud très fortes. Et de savoir que, par exemple, 25% des Français ont la clim,
Ça, les gens, ils sont hyper surpris quand ils apprennent ces chiffres en Afrique. Ils disent, mais pourquoi il pleut tout le temps, ils n'en ont pas besoin. Enfin, voyez. Et OK, il y a la canicule, mais enfin, c'est 10 jours par an. Voyez, et pour eux, c'est évident que, en fait, ils vont continuer à avoir des chambres et des maisons avec la clim. Aujourd'hui, vous allez au Nigeria, vous rentrez dans une maison au Nigeria, il n'y a pas de fenêtre. C'est-à-dire que vous avez des grands rideaux comme ça, partout, qui sont là pour couvrir la chaleur. Et tout est climé à 17. Oui, parce qu'en plus, vous avez froid. Donc, parce que sinon, ce ne serait pas drôle. Les gens ont des vestes en velours, etc. etc. Donc, vous voyez, là, on va être dans une guerre, une guerre du chaud, en fait. Qui va pouvoir allumer sa clim la nuit et la journée, et qui ne va pas pouvoir. Et c'est comme ça que va se séparer bientôt la planète, en gros. Donc, et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est irrecevable comme discours qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas avoir la clim. Et donc, c'est irrecevable qu'ils ne peuvent pas avoir des maisons en béton comme tout le monde. Vous voyez, les maisons en terre, ça reste quand même pour les pauvres. Donc ça, on est sur des guerres d'idéologie, là, presque. Bonsoir, merci beaucoup. Vous l'avez un peu abordé, mais j'aimerais bien que vous reveniez sur le rôle des États et plus globalement des politiques là-dedans. Parce qu'en fait, c'est eux qu'on imagine pouvoir faire quelque chose, même si... bon, on verra. Dites-nous. Oui, après, tu peux répondre pour l'Asie et pour l'Asie du Sud-Est, parce que par rapport à toutes les autres questions. Mais ouais, alors les États, ça c'est une bonne question. Aujourd'hui, vous êtes élu président d'un pays africain. Je ne dis pas président parce qu'il y en a très peu, donc mettons président. En général, vous êtes élu comme partout pour 5 ans, je dis en général. Parce que bon, l'actualité récente montre d'autres choses, mais vous êtes élu pour 5 ans. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites du couler du béton, quoi. Vous voyez, en gros, si vous voulez être réélu, vous n'allez pas vous amuser à aller faire du social, à aller appuyer des associations de bonnes dames ou de trucs comme ça. On fait des infrastructures, c'est ce que les gens veulent. Vous voyez, vous regardez, la plupart des pays, ils ont des politiques de bitumage. C'est l'asphaltage, c'est le grand projet, asphaltage de l'État. C'est la grande tour pour accueillir les capitaux. Mais pas que l'Afrique, hein. Vous regardez le Maroc, Rabat, voilà, la métropole, on fait les grandes tours, après on fait le grand théâtre, etc. Donc on fait couler du béton, on fait des marinas, etc. etc. C'est comme ça en fait qu'on arrive à être, si vous voulez, aux standards internationaux. Et c'est ce que veulent les élus, c'est ce que veulent les classes moyennes. Elles disent, nous, on veut être une ville normale, en fait. On veut voilà, être comme vous, on veut pouvoir avoir des choses dont on est fier aussi de montrer, même si en tant que citadin, ils savent qu'après, il va y avoir des déguerpissements, etc. etc. Donc en fait, aujourd'hui, voilà, on est dans... Les États, en fait, vont encourager cette production intensive de ciment. Dangote a toujours été copain avec tous les présidents du Nigeria. Ça change, mais il est toujours très proche d'eux. Voilà, c'est des hommes d'affaires, des businessmen, au même titre que nos hommes d'affaires qui détiennent les grands groupes du BTP en France. Hein. Dangote, il a marié sa fille, c'était le deuxième mariage le plus important après Meghan et Harry en Angleterre. Hein. Ils étaient tous là, les Bill Gates, les Bill Clinton et tout ça. Hein. On vient, hein. Il y avait même une Rolex comme cadeau de mariage donc, pour tous les invités. Donc, si vous voulez, voilà, on est vraiment dans... On est dans la richesse, le BTP, c'est quasiment le seul secteur qui n'a jamais failli en Afrique. C'est-à-dire, voilà, il n'y a pas de banque, les secteurs bancaires sont très limités. Le seul moyen de faire de l'argent, quand vous êtes une personne, vous dites, à 20 ans, j'essaye de m'acheter une moto, à 30 ans, je dois avoir une parcelle, à 40, je commence à construire. Et puis à 50, 60, je continue parce qu'en fait, il me faut que j'ai une petite maison à côté de moi ou une petite chambre, que je puisse la louer pour avoir une retraite, pour que tous les mois, j'ai un locataire qui me paye. Parce que sinon, je n'ai pas d'argent. Donc en fait, comme me disait des personnes que j'avais rencontrées, il me dit, en fait, tu construis toute ta vie et tu ne penses qu'à ça. Tu penses ciment, tu rêves ciment, tu te lèves le matin en disant combien je vais pouvoir en acheter aujourd'hui. Parce que en fait, ce n'est pas juste tu construis ton pavillon et puis tu t'arrêtes là. C'est en fait, je dois construire après pour mes enfants, pour avoir une deuxième parcelle, etc. Parce que je n'ai pas un livret A ou quoi que ce soit à la banque. Vous voyez, donc on est aussi dans un autre process de... Et c'est pas vrai que les gens n'anticipent pas ou pensent pas au lendemain. Ça, c'est des mythes sur les gens au sud qui vivent au jour le jour. Enfin, ils pensent très bien, donc ils essayent d'avoir des terrains un peu partout et ils se mettent à construire dès qu'ils peuvent. Donc, vous voyez, ça fait vraiment partie de
de la vie. Est-ce que, je ne sais pas si c'est pareil en Asie. Ouais, alors en Asie, la question de l'État, elle est particulière, et notamment à Phnom Penh, parce qu'on est dans un État disons qu'il n'y a pas d'opposition politique, par exemple. Donc, du coup, ça pose des questions, et ça pose des questions parce que finalement, les personnes qui se retrouvent par exemple au Sénat, donc voilà, à légiférer ou quoi, ou à l'Assemblée, finalement, c'est les mêmes personnes qui possèdent aussi des groupes de promotion immobilière, ou qui possèdent par exemple les cimenteries, etc. Et donc, en fait, ces gens-là, ils permettent aussi de subventionner les campagnes qui sont quand même assez nombreuses. Et donc, tout l'affichage qu'on peut voir dans les rues de part en part du territoire. Et donc, en fait, c'est financé par ces hommes d'affaires. Donc, en fait, il y a comme une espèce de service qui est rendu à la fois à l'homme d'affaires qui finance la campagne du politique, et du coup, le politique qui va dire parce que tu m'as financé ma campagne, moi, je t'offre la gestion des services des ordures pour la ville de Phnom Penh pendant X années. Donc c'est un peu comme ça que ça fonctionne au Cambodge, même si on voit arriver une espèce de concurrence, je ne sais pas si on l'appelle vraiment concurrence, mais en tout cas, l'État n'est pas à définir de la même façon qu'on pourrait l'entendre ici. Et donc ça complexifie aussi les choses, quoi. Si, c'est bon. Merci beaucoup pour vos deux présentations. J'avais une question pour toutes les deux. Peut-être que c'est une présentation assez synthétique, et du coup, on a vu d'un côté les géants riches dont vous parlez, qui ont les cimenteries, et puis de l'autre côté, les usagers, peut-être très rapidement, finalement, à travers quelques photos. C'était peut-être pas l'ambition de la présentation. Je vais revenir dans cette ville ordinaire qui est plutôt celle dans laquelle je travaille, et je vais venir à partir d'anecdotes de l'endroit sur lequel je travaille. Je me suis posé la question si toutes les deux, vous étudiez aussi ces petits extracteurs ou ces petites filières. Par exemple, attention, par exemple, en tout cas dans la capitale ou dans les endroits où je travaille, il y a quelque chose qui est assez intéressant, c'est on vend des sacs de ciment, mais on vend très peu de sacs de ciment, on vend plutôt des briques. Et donc, il y a toute une filière de la petite briqueterie ordinaire qui font partie des commerces, c'est ce que vous disiez, à minuit, à 2h et tout ça. Il y a toute cette fabrique-là. Moi, je le relie souvent à finalement une imaginaire qui était déjà un imaginaire qu'il y a dans les zones rurales, où on va avoir toujours la petite brique cuite ou l'adobe encore en terre crue, si on va dans certains endroits. Donc en fait, on achète très peu cette matière, mais on achète quelque chose qui est déjà fait. Et ça, je trouvais c'était un élément intéressant. Je me disais en quoi ça produit des choses ou ça produit des lieux. Et puis pareil, sur le sable, c'est pareil, j'ai été témoin... malgré moi, sur un autre terrain d'étude, de l'extraction de sable coquillé. Alors, ils appellent ça le sable coquillé au niveau des plages pour faire des routes. Routes avec sable coquillé, a priori, c'est très, très bien. Et là, je vous parle du villageois d'à côté qui a sa parcelle de terre, sûrement, et qui va avoir un revenu supplémentaire comme ça. Sur des côtes où, aujourd'hui, l'érosion, elle est extrêmement visible. Mais voilà, ils sont dans un territoire où en fait les Chinois sont en train de dévorer tout le territoire avec de la bauxite. Donc finalement, prendre un peu de sable partout, c'est pas gênant. Je voulais savoir, est-ce que ces choses-là, vous les voyez ou pas du tout? Parce que finalement, ça participe de l'extraction, c'est pas que des gros, des fois. Alors, concernant la filière du sable et les petites extractions qui existeraient ou pas. En tout cas, de l'étude que j'ai menée dans ce rayon de 20 km aux alentours de Phnom Penh, je n'ai pas identifié de petites extractions, puisque c'est une filière en fait qui pour rapporter aussi nécessite d'avoir des machineries, un volume de sable qui sort en fait des dépôts qui est considérable. Et en fait, les personnes qui ont accès à toute cette chaîne en fait de la mise au travail du sable, c'est des gros groupes et c'est des gens qui ont en fait un capital dès le départ. Et donc les personnes dont vous parlez, qu'on peut voir par exemple au Cap-Vert ou autre, à Phnom Penh, j'en ai pas vu une seule. En fait, j'ai pas vu ce type d'extraction. Je pense que je l'ai pas vu parce que le sable reste en fait ultra accessible.
d'une part, même pour un citoyen lambda, en fait, ça coûte vraiment pas grand-chose d'acheter un mètre cube de sable pour aller construire sa maison. Par ailleurs, le prix en fait, de revente du sable, ben, il n'est pas énorme. Là où en fait, le sable commence à prendre de la valeur économique, on va dire, et après financière, c'est quand il commence à devenir en fait du béton quelque part. Donc en amont, moi j'ai pas identifié ça. En revanche, il commence à se passer des choses, puisqu'entre Phnom Penh et le sud du pays, là il y a un nouveau type d'extraction qui est en train de se passer, puisqu'ils sont en train de construire en fait un canal, et donc c'est autant de sable qui va être extrait, qui va être probablement envoyé à l'étranger, qui ne va pas simplement répondre à une demande locale. Et donc là, oui, peut-être qu'il y aura des personnes qui essayeront de tirer aussi leur épingle du jeu. Mais ça, je ne l'ai pas identifié, en tout cas, sur les terrains que j'ai menés ces, on va dire, 5 dernières années, quoi. Oui, oui, alors par rapport à ce que en Guinée, oui, moi là où je travaille, il y a effectivement des extractions, on va dire artisanales, avec des gens qui vont plonger, prendre le sable dans l'eau, remonter en apnée, enfin voilà, mettre sur les paniers, et ça représente une petite économie locale, voilà, et c'est vrai qu'on en parle. Alors bizarrement, je disais tout à l'heure, en fait, on en parle beaucoup parce qu'on dénonce beaucoup la mafia du sable un peu partout dans le monde, en disant regardez au Nigeria toute cette mafia, etc. Et souvent ça mettre le doigt là sur l'extraction artisanale, c'est aussi une manière de pas trop parler des gros qui sont à côté et qui eux ont les papiers de l'État qui les autorisent à prélever des tonnes et des tonnes de sable, alors qu'on va dire, ah, regardez en Inde, regardez au Nigeria, toute cette mafia. Donc c'est vrai que, par contre, ça fait vivre des milliers de gens, de même que les revendeurs de matériaux, ça fait vivre des milliers de gens, les détaillants, etc. On ne se rend pas compte, en fait, ce que c'est que... Enfin, voilà, il n'y a pas un Leroy Merlin ou un Point P où on va. En fait, il y a des détaillants partout. Du coup, c'est une économie. Nous, on avait commencé à cartographier tout ce que représente cette économie de la construction dans une ville. C'est extraordinaire en fait. Mais en même temps, c'est en train de disparaître aussi parce que maintenant il y a du digital et bon, vous n'avez pas l'application ici, mais en tout cas en Afrique de l'Ouest, maintenant vous pouvez acheter votre ciment en ligne. Il y a une application, vous dites combien de tonnes et vous faites livrer sur votre terrain. Et ça change quoi? Ça change pour la diaspora. Les gens qui sont ici, qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, qu'on avait marre d'envoyer de l'argent à la famille pour faire construire la maison, et puis quand ils reviennent l'été, en fait, on leur a dit, ah, on avait envoyé 2-3 photos, puis c'était pas les bonnes photos du terrain, il n'y a rien sur le terrain, le cousin il est parti avec l'argent, etc. Enfin, des histoires comme ça, les gens vous en racontent tout le temps. Et aujourd'hui, tout est digitalisé. Donc, on fait livrer directement sur la parcelle, on paye directement l'opérateur, on paye quelqu'un avec un drone pour surveiller le chantier pendant qu'on n'est pas là. Enfin, c'est tout un truc, un monde de la construction aussi qui a changé. Vous avez des applications pour calculer vos dépenses de chantier, parce que très souvent, les gens ne savaient pas combien ils avaient mis dans leur maison. Parce que ce n'est pas qu'ils ont leur tableau Excel qui compte, etc. Et maintenant, voilà, il y a tout plein d'applications dans des pays, au Cameroun, etc., où vous avez votre suivi de chantier en ligne pour savoir combien vous avez dépensé. Donc tout ça est en train de changer aussi ce monde de la construction qui était très informel, mais qui en fait est en train de devenir très maintenant voilà, géré, etc. Donc, et par rapport aux briques, oui, ça dépend des pays. Par exemple, au Nigeria, les gens achètent beaucoup les briques déjà faites. Donc vous avez plein de vendeurs de blocs, hein, ça s'appelle, alors que vous avez d'autres pays, le Togo, le Bénin, les gens préfèrent les faire eux-mêmes parce qu'ils disent qu'en fait elles sont mal faites, que le fait de les amener sur le chantier, ça les casse. Donc ça c'est un peu... voilà. Mais c'est vrai que ça se développe de plus en plus, les briqueteries, oui, presque semi-artisanales, on va dire. Ouais. Merci à toutes les deux pour... ces présentations, très très passionnant. Bravo pour les illustrations de Dolores, c'est magnifique. Moi j'avais une question pour prendre le revers un peu de la vie sociale du ciment. C'est quoi la mort sociale du ciment en Afrique subsaharienne et au Cambodge? C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a la même passion qu'en France pour la destruction, la démolition des bâtiments, puis pour remplir des trous qu'on a creusés nous-mêmes, où les filières de réemploi, de recyclage sont un peu plus développées? Et tu as un peu parlé d'effondrement. Qu'est-ce qui se passe alors sur les ruines de ces bâtiments? On reconstruit par-dessus, on réemploie, on récupère ces matériaux pour reconstruire, ou qu'est-ce qui se passe, voilà, de la mort sociale de ces bâtiments et de ce ciment? Tu veux répondre Comment? Je réponds rapidement pour le Cambodge.
la mort sociale du ciment. Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a surtout une mort sociale de patrimoine, de ce que nous, on considère comme un patrimoine et qui, en fait, là-bas, n'est pas forcément considéré comme un patrimoine. Donc, un bâtiment que nous, on valoriserait, qu'on ferait tout pour garder ou quoi, c'est pas vu du tout comme ça. Donc, au contraire, on va plutôt donner de la vie davantage au ciment, et on va justement bien le faire en érigeant des tours qui se voient de partout, quoi. Et donc Phnom Penh, en l'espace de 10 ans, le skyline, donc le profil de la ville a complètement changé. Et c'est-à-dire que tous les petites villas, en fait, qui avaient des jardins, qui étaient quand même, qui marquaient une époque. Alors certes, une époque un peu discutable, mais il y avait aussi des maisons qui étaient construites avant l'époque coloniale et qui étaient des maisons en bois, etc. En fait, les maisons en bois sur pilotis ont complètement disparu. Ce qui est assez paradoxal d'ailleurs dans une région où finalement on peut inonder à tout moment, mais en tout cas, on construit de plus en plus et on n'est pas prêt de s'arrêter, et au contraire, ça rejoint un peu l'histoire d'Armel, clairement au Bénin, quoi. Oui, alors c'est vrai qu'à Nantes, ça construit beaucoup. Donc, pour ne pas vivre ici, c'est quand même impressionnant d'arriver à Nantes. Mais normalement, on estime qu'en Europe, 80% des constructions sont déjà là. Celle de 2050, il y a déjà 80% de construits. En Afrique, on dit qu'il y a 20% du bâti de 2050 qui est construit. Donc, vous imaginez qu'en fait, on est sur un monde de la construction qui est énorme. Et en fait, on détruit très souvent des bâtiments très récents. Ça, c'est quelque chose qui est assez fascinant. Par exemple, un bâtiment à 20 ans, on fait « Oh là là, il est trop vieux, il faut le casser ». Hein, moi, j'ai fait la première partie de ma carrière à Nouakchott, en Mauritanie, capitale, construite en 1960. On l'a détruite en 2005 parce qu'elle était trop vieille. Vous voyez, donc c'est intéressant donc, de détruire le vieux centre. Et alors, c'est une question qui me taraudait aussi. J'ai mis un de mes étudiants là, qui vient de faire 6 mois à suivre les gravats à Cotonou. Belle industrie de la... Voilà. Que deviennent les gravats? Et alors, il a démontré dans son travail tout à fait remarquable que dès qu'un bâtiment va être déconstruit ou est annoncé ou qu'il y a une démolition, en fait, il y a plein de petits camions qui arrivent devant. Vous voyez, qui sont prêts à récupérer les gravats, qui les rachètent, parce que ça se monnaie, évidemment. Pour en faire quoi? Alors, pour boucher les trous, hein, on est dans des zones lagunaires, donc il y a toujours des nids de poules. Hein. D'ailleurs, on dit que Cotonou, son surnom, c'est Coteau-Trou, parce qu'il y a toujours des trous partout, donc on bouche les gravats. Mais en fait, maintenant, quand on est sur des grands chantiers étatiques, il y a même des industries qui sont là pour casser et qui vont après redispatcher ça, revendre ça. En tout cas, tout est récupéré. La question du réemploi dans ces villes-là ne se pose pas. Je me rappelle que quand je vivais là-bas, le président a annoncé qu'il allait casser toutes les boutiques qui dépassaient des trottoirs sur les avenues dites nobles. Bon, il avait classé les avenues, donc il y avait des avenues dites nobles. Et en fait, il avait laissé 15 jours aux gens, donc il y avait des gens qui passaient avec des croix rouges, etc. Bon, 3 jours avant que les bulldozers arrivent, tout le monde avait déjà remballé ces trucs. Et en fait, ça avait servi à reconstruire d'autres choses. Donc c'est quand même une économie du réemploi, du recyclage qui est assez extraordinaire, parce que tout est déjà réemployé, et y compris le gravat, qui en fait est tout de suite réemployé. Et alors, donc en ce moment, mon autre dada, là, c'est l'acier. Parce qu'en fait, c'est pareil, là, il y a plein d'usines d'acier qui sont ouvertes par des Indiens en Afrique de l'Ouest. Donc c'est un gros marché. Pendant très longtemps, l'acier récupéré, donc les fers à béton et tout, n'avait pas le droit de sortir du pays, mais en fait, ça sortait quand même. C'était récupéré par des Chinois, des Indiens, emmené dans les containers qui étaient vides, qui repartent. Vous voyez, en Asie, parce qu'ils arrivent avec tous les produits de consommation courante hyper chargés. On profite du fait que les containers soient vides pour ramener tout l'acier et le retraiter en Inde, etc. Puis là, ça y est, les lois sont de plus en plus drastiques. Il n'y a a priori plus rien qui sort depuis 6 mois, 7 mois là, dans les pays. Et tout est refondu sur place. Mais du coup, vous voyez, c'est toute une économie là, qui est en train de se mettre en place voilà, sur la question de l'acier qui est fascinante, parce qu'on est sur des nouvelles filières qui sont en train de prendre place, et sur des choses qui sont encore assez mal connues. En tout cas, voilà, là, ça sort très peu. Et le gravat et les fers à béton, l'acier, tout ça, c'est recyclé sur place. Donc il y a bien une vie, une mort et une revie, une renaissance des matériaux en Afrique de l'Ouest, en tout cas, de ce que je connais. Je crois qu'il y a
peut-être plus de questions. Il y en a eu beaucoup déjà, merci. Je voulais encore vous dire merci pour cette super conférence et ce complément de conférence. Et à la prochaine fois. Merci. Merci à vous, merci pour votre accueil. Voilà. Merci, merci.